La Voie lactée est, selon n'importe quelle norme à laquelle une personne peut se référer de manière pratique, un objet d'une taille incompréhensible. Elle s'étend sur environ 100 000 années-lumière d'un bord à l'autre. Elle contient quelque part entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Un rayon de lumière quittant un côté mettrait 100 000 ans pour atteindre l'autre côté. Et cette lumière ne ralentit jamais. Le système solaire, notre Soleil et toutes les planètes, ces planètes qui orbitent autour de lui, se trouvent à environ 26 000 années-lumière du centre galactique. Si vous essayez de conduire jusqu'au centre de la Voie lactée à la vitesse de l'autoroute, en ignorant tout ce qui concerne les lois de la physique qui rendent cela impossible, vous seriez encore en train de conduire plus d'1 milliard d'années à partir de maintenant. À l'échelle que nous utilisons pour mesurer les choses dans la vie quotidienne, la Voie lactée est pratiquement infinie. Et pourtant, c'est l'une des galaxies de taille la plus moyenne qui soit. Parmi les quelques 2000 milliards de galaxies estimées dans l'univers observable, la Voie lactée se situe quelque part au milieu, plus grande que les essaims de galaxies naines, qui constituent la majorité des objets galactiques, mais à son tour éclipsée par une classe de structures si énorme que placer la Voie lactée à côté d'elle revient à tenir une pièce de monnaie à côté d'un continent. Et la taille seule capture à peine l'ensemble du tableau, car certaines des galaxies les plus extraordinaires de l'univers ne sont pas seulement d'une taille record. Elles sont profondément, véritablement étranges. Des objets que les astronomes étudient depuis des décennies et qu'ils ne peuvent toujours pas expliquer complètement. Des objets dont la simple existence révèle des fissures dans les modèles les plus soigneusement construits de la façon dont l'univers est censé fonctionner. L'univers n'est pas un endroit uniforme. Il construit les choses à des extrêmes. Certains de ces extrêmes sont des extrêmes de masse et d'échelle physique. Des structures si vastes que l'intuition humaine échoue complètement lorsqu'elle tente de les imaginer. D'autres sont des extrêmes d'étrangeté, des objets qui ne ressemblent à rien dans les manuels, qui se comportent d'une manière qu'aucune simulation n'avait prédite, et qui résistent à toute explication à travers chaque cadre théorique qui leur a été appliqué. D'autres encore sont des extrêmes de temps, des galaxies qui semblent s'être formées trop rapidement, avoir grandi trop massivement, ou s'être organisées en structures matures à une époque où l'univers était censé être trop jeune pour que tout cela soit possible. Qu'est-ce qu'une galaxie et pourquoi la mesurer est plus difficile qu'il n'y paraît? Avant d'entrer dans les cas extrêmes, il vaut la peine de s'arrêter un instant pour comprendre ce qu'est réellement une galaxie et pourquoi sa mesure se révèle étonnamment compliquée. Une galaxie est un système lié par la gravitation composé d'étoiles, de gaz, de poussière et de matière noire. Cette substance invisible qui constitue la majeure partie de la masse totale d'une galaxie et qui n'interagit pas avec la lumière, seulement avec la gravité. Ce qui maintient l'ensemble uni, c'est la gravité. Sans elle, les étoiles se disperseraient avec le temps dans le vide environnant. Au centre de presque chaque grande galaxie se trouve un trou noir supermassif, dont la masse varie de millions à des dizaines de milliards de fois la masse de notre Soleil. Autour de ce centre, les étoiles orbitent selon des schémas qui dépendent de la manière dont la galaxie s'est formée. Des disques plats en rotation avec des bras spiraux dans les galaxies spirales. Des nuages arrondis et sans structure dans les galaxies elliptiques. Et des formes irrégulières et perturbées dans les galaxies qui sont récemment entrées en collision avec une voisine
ou ont été déstabilisées par celle-ci. Les galaxies ne vivent pantoute pas non plus dans l'isolement. Elles se regroupent. La Voie lactée fait partie du groupe local, un ensemble d'environ 50 galaxies dominées par la Voie lactée et Andromède, s'étendant sur environ 10 millions d'années-lumière. Le groupe local fait lui-même partie du superamas de la Vierge, qui appartient à une structure encore plus vaste appelée l'Aniakea, un réseau gravitationnellement connecté d'amas de galaxies s'étendant sur 520 millions d'années-lumière. Cette organisation hiérarchique signifie que les plus grandes galaxies se trouvent presque toujours au centre gravitationnel des plus grands amas, là où la matière a eu le plus de temps et les meilleures conditions pour s'accumuler. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une conséquence fondamentale de la façon dont la gravité agit au cours du temps cosmique. À première vue, mesurer la taille d'une galaxie semble simple. On pointe un télescope vers elle, on mesure sa largeur apparente dans le ciel, on tient compte de sa distance et on obtient un diamètre. Le problème est que les galaxies n'ont pas de bords nets. Elles s'estompent progressivement. Les étoiles deviennent de plus en plus rares à mesure que l'on s'éloigne du centre, jusqu'à ce que la lueur de la galaxie tombe en dessous du seuil de sensibilité du télescope. Un instrument plus puissant ou un temps d'exposition plus long révèle souvent qu'une galaxie s'étend plus loin que ce qui avait été catalogué auparavant. Parfois de manière spectaculaire. Lorsque des halos externes extrêmement faibles d'étoiles anciennes sont détectés pour la première fois. On a découvert que certaines galaxies possèdent des halos qui s'étendent 2 ou 3 fois plus loin que leurs rayons précédemment mesurés lorsqu'un instrument suffisamment sensible a été pointé vers elles. Cela signifie que la question de savoir quelle galaxie est la plus grande dépend fortement de la manière dont on définit sa frontière. Si l'on mesure jusqu'à l'endroit où se termine la majorité des étoiles brillantes, on obtient un certain chiffre. Si l'on inclut le halo externe diffus d'étoiles vieillissantes qui entourent de nombreuses grandes galaxies, on obtient souvent une valeur beaucoup plus grande. Et si l'on inclut les jets de plasma que certaines galaxies projettent dans l'espace intergalactique, d'énormes structures produites par des trous noirs supermassifs, pouvant s'étendre sur des millions d'années-lumière dans toutes les directions, les chiffres deviennent presque surréalistes. Chaque définition capture quelque chose de réel à propos de la galaxie, et chacune met l'accent sur un aspect différent de sa formation et de son évolution. Le noyau lumineux d'une galaxie renseigne sur la formation actuelle d'étoiles et sur la concentration centrale. Son halo étendu raconte son histoire de fusion. Les étoiles arrachées aux galaxies absorbées se placent sur des orbites larges et dispersées qui construisent le halo au fil de milliards d'années. Ces lobes radiaux, lorsqu'ils existent, renseignent sur l'activité de son trou noir central et sur les propriétés du milieu intergalactique environnant. Différentes galaxies détiennent différents records selon les définitions utilisées. Et comprendre l'image complète d'une galaxie individuelle exige de savoir quelles mesures on effectue et ce qu'elles révèlent. Ce qui suit est une exploration des records détenus selon chacune de ces définitions, puis des galaxies qui détiennent un tout autre type de record, celles qui représentent les plus grands défis scientifiques à comprendre. IC 1101, la galaxie qui a englouti 1 millier d'autres. En termes de masse stellaire, c'est-à-dire le nombre total d'étoiles contenues dans une seule structure liée gravitationnellement. Le record revient à IC 1101. IC 1101 se trouve au centre d'un amas de galaxies appelé Abell 2029, à environ
1,04 milliard d'années-lumière de la Terre, dans la direction de la constellation de la Vierge. Elle a été cataloguée pour la première fois à la fin des années 1801 par William Herschel, le même astronome qui a découvert Uranus. Bien qu'à l'époque, elle ne fût qu'une faible tache et qu'aucune importance particulière ne lui fut accordée. L'échelle réelle de la galaxie n'est devenue apparente qu'au cours du siècle suivant, grâce à des études systématiques, chaque génération d'instruments révélant quelque chose de plus extrême que la précédente. Le noyau central lumineux d'Axé 1101 s'étend sur environ 400 000 à 550 000 années-lumière selon la bande de mesure utilisée, soit 4 à 5 fois le diamètre de la Voie lactée, rien que pour la région centrale. Mais le noyau n'est que le début. Autour de lui s'étend un immense halo diffus d'étoiles plus âgées, atteignant un rayon d'environ 2 millions d'années-lumière. D'un bord à l'autre de ce halo, IC 1101 s'étend sur environ 4 à 6 millions d'années-lumière, selon la distance à laquelle on suit la lumière stellaire. Pour se référer à quelque chose de familier, la distance entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède, notre plus proche grande voisine galactique, est d'environ 2,5 millions d'années-lumière. Le halo stellaire d'IC 1101 est plus large que cet écart complet. Si la Voie lactée était remplacée par IC 1101, ces étoiles dépasseraient largement Andromède, couvrant l'espace entre nous et la plupart des galaxies voisines, dans toutes les directions. Toutes directions. On estime qu'environ 100 000 milliards d'étoiles vivent dans cette structure. La Voie lactée, avec ses 200 à 400 milliards d'étoiles, est surpassée d'un facteur d'environ 300. La masse totale du contenu stellaire visible d'IC 1101 est estimée à près d'un quadrillion de masses solaires, un 1 suivi de 15 zéros. Le halo de matière noire entourant et imprégnant la galaxie ajoute considérablement à ce chiffre. Bien que la masse totale précise de la matière noire soit plus difficile à déterminer. IC 1101 a grandi de cette façon grâce à l'un des processus les plus efficaces offerts par l'univers, le cannibalisme. C'est ce que les astronomes appellent une galaxie la plus brillante de l'amas. Une classe d'objets qui se forment au centre gravitationnel des grands amas de galaxies et croissent en absorbant de manière répétée les autres galaxies de l'amas sur des milliards d'années. Chaque galaxie qui s'approche trop est déchirée par les forces de marée ou avalée dans une fusion complète. Ses étoiles, son gaz et sa matière noire sont incorporés dans la masse centrale. Chaque fusion ajoute de la matière nouvelle, mais la dynamique des grandes fusions transfère également de l'énergie cinétique dans le système, ce qui tend à chauffer et à disperser les étoiles absorbées plutôt qu'à les comprimer vers le centre. C'est pourquoi le halo d'IC 1101 est beaucoup plus grand que son noyau. Il est principalement constitué d'étoiles extraites de centaines ou de milliers de galaxies absorbées, redistribuées dans des orbites larges et lâches loin du centre. Au cœur même d'IC 1101 se trouve un trou noir dont la masse estimée est comprise entre 40 et 100 milliards de masses solaires, le classant parmi les trous noirs ultramassifs, une désignation réservée à l'extrémité supérieure extrême de ce que les trous noirs semblent pouvoir atteindre. À titre de comparaison, le trou noir au centre de la Voie lactée pèse environ 4 millions de masses solaires. Le trou noir d'IC 1101 le dépasse d'un facteur compris entre 10 000 et 25 000. Même à la limite inférieure de l'estimation, il fait partie des trous noirs les plus massifs jamais identifiés dans l'univers observable. Il y a aussi quelque chose d'inhabituel dans le noyau d'IC 1101 qui devient apparent
lorsqu'on l'examine de près. La plupart des grandes galaxies elliptiques ont une densité élevée d'étoiles au centre, regroupées autour du trou noir central. Le noyau d'IC 1101 est le plus grand connu dans toute galaxie. Estimé à un rayon d'environ 14 000 années-lumière, mais il est étrangement faible pour une structure de cette taille. Il y a beaucoup moins d'étoiles que prévu. L'explication principale c'est que c'est la cicatrice laissée par les fusions répétées de trous noirs au cours de la croissance d'IC 1101. Lorsque deux galaxies entrent en collision et que leurs trous noirs centraux spiralisent l'un vers l'autre et finissent par fusionner, le processus de spirale libère de l'énergie qui projette les étoiles environnantes vers l'extérieur dans une sorte d'onde de choc gravitationnel. Au fil de nombreuses fusions successives, et l'IC 1101 en a connu beaucoup, ce processus creuse progressivement la région centrale, expulsant les étoiles dans le halo. La masse stellaire estimée manquante dans le noyau d'AC 1101, la quantité de matière qui devrait s'y trouver selon la taille du noyau, mais qui n'y est pas, est d'environ 1 demi-billion de masse solaire. Cette masse manquante a été projetée vers l'extérieur, fusionnant dans le halo au cours de milliards d'années d'événements d'un spiral de trous noirs. Bien qu'elle contienne 100 000 milliards d'étoiles, IC 1101 est essentiellement une galaxie mourante. La formation d'étoiles est pratiquement arrêtée. Les étoiles de la galaxie sont principalement anciennes et riches en métaux. La plupart formées il y a plus de 7 milliards d'années, donnant à la galaxie une couleur dorée chaude dans les images détaillées. Presque aucun gaz froid ne reste. Le gaz est le carburant pour la formation de nouvelles étoiles. Et IC 1101 a consommé ou expulsé presque tout. Les étoiles vieilliront, s'éteindront progressivement et finiront par devenir des naines blanches, des étoiles à neutrons et des trous noirs de masse stellaire au cours des prochaines dizaines de milliards d'années. Pendant ce temps, IC 1101 continuera de croître lentement, absorbant les galaxies restantes dans Abell 2029 qui s'approchent au trop, mais ne gagnant que des populations stellaires anciennes, sans nouvelles flambées de formation d'étoiles. Elle deviendra plus massive et moins lumineuse simultanément, s'assombrissant progressivement à mesure que la dernière partie de sa population stellaire originale s'éteint. Dans un futur très lointain, des dizaines de trillions d'années à partir de maintenant, dans un univers beaucoup plus ancien et plus froid que le nôtre, IC 1101 sera probablement l'une des dernières structures de taille significative encore debout. L'expansion accélérée de l'univers aura alors éloigné tous les autres amas de galaxies au-delà de sa portée gravitationnelle, laissant IC 1101 seul dans une région d'espace-temps autrement sombre et vide, le dernier vestige de milliards d'années d'assemblage de son amas. Tout ce qui était impressionnant à son sujet aura disparu depuis longtemps avant qu'un observateur capable de l'apprécier puisse survivre pour le voir. Mais en tant que record de ce que la gravité peut accomplir avec du temps, de la matière et une bonne position dans la toile cosmique, IC 1101 est peu susceptible d'être surpassé. Alcyoneus, la galaxie dont le trou noir a redessiné la carte. Pendant des années, IC 1101 a été la réponse à la question de savoir quelle galaxie était la plus grande. Puis, en 2022, des astronomes examinant les données des radiotélescopes ont trouvé quelque chose qui a nécessité de reposer la question et d'y répondre différemment. La galaxie s'appelle Alcyoneus, du nom d'un géant de la mythologie grecque,
l'un des géants qui ont combattu les Olympiens, décrit comme immortel dans les limites de sa patrie. Elle se trouve à environ 3 milliards d'années-lumière de la Terre dans la constellation du Lynx. Et en son centre, elle est, à bien des égards, une galaxie elliptique ordinaire. Sa masse stellaire totale est estimée à environ 240 milliards de masses solaires, moins de la moitié de la masse de la Voie lactée. Son trou noir central fait environ 400 millions de masses solaires, ce qui est considérable mais modeste comparé aux cas extrêmes connus. Sa luminosité radio, la puissance totale qu'elle émet en ondes radio, est, selon les standards des galaxies radio, moyenne. Selon les mesures les plus conventionnelles de l'importance galactique, Alcyoneus est peu remarquable. Mais son trou noir a fait quelque chose qu'aucun autre trou noir galactique connu n'a réussi à accomplir. Pour comprendre ce qui rend Alcyoneus si extraordinaire, il est utile de comprendre comment fonctionnent les galaxies radio en général. Lorsqu'un trou noir supermassif consomme activement de la matière, comme du gaz, de la poussière et des étoiles, une partie de cette matière entrante n'atteint pas le trou noir. À la place, les champs magnétiques près du trou noir peuvent rediriger une fraction de cette matière et l'accélérer le long de l'axe de rotation du trou noir, créant deux jets de plasma se déplaçant à proximité de la vitesse de la lumière dans des directions opposées. Ces jets ne sont pas des tubes physiques de Maus, de matière au sens habituel. Ce sont des canaux de plasma confinés par des champs magnétiques. Conservant leur cohérence sur des distances extraordinaires, tout en traversant d'abord la galaxie elle-même, puis l'espace intergalactique. Au fur et à mesure que les jets se déplacent vers l'extérieur, ils exercent une pression sur le gaz fin qui remplit l'espace intergalactique. Finalement, après avoir parcouru des centaines de milliers ou des millions d'années-lumière, la pression du milieu environnant l'emporte et le jet ne peut plus maintenir sa structure collimatée. Le plasma se disperse et ralentit, gonflant d'énormes lobes de matière émettant des ondes radio, d'immenses bulles de particules chargées et de champs magnétiques qui peuvent persister pendant des centaines de millions d'années, brillantes en ondes radio, alors que leurs particules spiralent autour des lignes de champs magnétiques. C'est ce qui rend les galaxies radio visibles aux radiotélescopes. Ce ne sont pas leurs étoiles, ni leurs moteurs centraux, mais ces structures de plasma gigantesques qui s'étendent bien au-delà de la galaxie visible elle-même. La plupart des grandes galaxies radio ont des lobes s'étendant sur quelques centaines de milliers à quelques millions d'années-lumière. Ces lobes sont en eux-mêmes d'énormes structures, bien plus grandes que la galaxie visible qui les a produits. Certains des exemples les plus célèbres en astronomie, comme Hercules A, ont des lobes s'étendant sur des centaines de milliers d'années-lumière, alors que la galaxie visible qu'ils entourent n'en représente qu'une fraction. Les lobes d'Alcyoneus s'étendent sur 16 millions d'années-lumière, d'un bout à l'autre. Cela fait 16 millions d'années-lumière. L'ensemble du groupe local, le regroupement contenant la Voie lactée, Andromède et toutes coulées des petites galaxies, compagnons ou satellites associés à l'un ou l'autre, s'étend sur environ 10 millions d'années-lumière. Alcyoneus d'un bout à l'autre est plus grand que le groupe de galaxies dans lequel nous vivons. Il fait environ 160 fois le diamètre de la Voie lactée. La découverte a été réalisée par une équipe dirigée par Martin Huy à l'Observatoire de Leyde aux Pays-Bas, en analysant les données de LOFAR, le Low Frequency Array,
un réseau d'environ 20 000 antennes radio individuelles réparties en Europe et connectées pour fonctionner comme un seul énorme télescope. La force particulière de l'OFAR réside dans sa sensibilité aux basses fréquences radio. Des fréquences plus basses que celles que les réseaux d'observatoires radio classiques peuvent atteindre, avec une profondeur comparable. Les lobes de plasma des galaxies radio géantes émettent préférentiellement à ces basses fréquences. Et la combinaison de la couverture en fréquence de l'OFAR et de sa sensibilité aux structures étendues et de faible luminosité a permis de voir les lobes d'Alcyonus pour la première fois, même si la galaxie elle-même avait été cataloguée depuis des décennies. Ce qui intrigue le plus les scientifiques, c'est que le contraste saisissant entre la taille de ces lobes et l'apparente banalité de la galaxie qui les a produits. Dans leur article publié, l'équipe Deuil a noté explicitement que la masse stellaire, la masse du trou noir et la luminosité radio d'Alcyonus sont toutes inférieures à la médiane pour la classe des grandes galaxies radio. Non seulement la galaxie centrale est ordinaire, elle est, selon les mesures les plus pertinentes, légèrement en dessous de la moyenne. L'équipe a conclu qu'aucune galaxie très massive, ni aucun trou noir central très puissant, ne semble nécessaire pour développer des lobes de cette envergure. Deux hypothèses sont actuellement étudiées. La première est que le milieu intergalactique entourant Alcyonus pourrait être exceptionnellement peu dense, contenant moins de gaz que ce qui est typique pour son environnement. Si les jets se développent dans une région particulièrement vide, ils rencontrent moins de résistance et peuvent devenir plus grands avant de s'arrêter, de la même manière qu'une bulle soufflée dans le vide se dilate plus qu'une bulle soufflée dans l'eau. La seconde hypothèse est qu'Alcyonus se situe à l'intérieur d'un filament cosmique, l'un des vastes fils de gaz et de matière noire qui relient les amas de galaxies à travers l'univers, et que la géométrie de ce filament canalise l'expansion des lobes dans une direction préférentielle, réduisant la résistance aux liquidités effectives rencontrée par les jets. Aucune de ces explications n'a encore été confirmée. Les enquêtes futures pourraient donc cartographier la structure de densité de l'environnement intergalactique autour d'Alcyonus avec suffisamment de précision pour les distinguer. La galaxie de Ruben, le géant doux que personne ne peut totalement expliquer. Parmi les galaxies spirales, ces galaxies en disques organisés et en rotation avec des bras spiraux. L'un des plus grands exemples connus se trouve à environ 232 millions d'années-lumière, dans la constellation du Persée. Son nom officiel est UGC 2885, mais les astronomes l'appellent désormais la galaxie de Rubin, en hommage à la physicienne dont les travaux ont contribué à transformer notre compréhension de l'univers. Vera Rubin a passé une grande partie de sa carrière dans les années 1960, 1970 et 1980 à mesurer les propriétés de rotation des galaxies spirales, et ce qu'elle a découvert était profondément troublant. Les étoiles situées dans les régions extérieures des galaxies spirales se déplaçaient beaucoup plus rapidement qu'elles ne le devraient, en fonction de la masse visible présente. Dans notre système solaire, les planètes extérieures orbitent autour du Soleil plus lentement que les planètes intérieures, car la gravité du Soleil diminue avec la distance. Par analogie, les étoiles les plus éloignées d'une galaxie spirale devraient orbiter plus lentement que celles du centre. Cependant, les courbes de rotation des galaxies spirales étaient plates, ce qui signifie que les étoiles extérieures se déplaçaient à peu près à la même vitesse que les étoiles intérieures, peu importe leur distance au centre. La seule explication possible
était la présence d'une grande masse invisible répartie dans et autour de la galaxie. La matière noire. Les mesures des courbes de rotation de Rubin sur des dizaines de galaxies, y compris celle que nous appelons aujourd'hui la galaxie de Rubin, ont posé les bases des preuves observationnelles qui ont permis d'accepter largement l'existence de la matière noire en cosmologie moderne. Elle a été nominée plusieurs fois pour le prix Nobel, mais ne l'a jamais reçu. Elle est décédée en 2016, et le Nobel n'est pas attribué à titre posthume. La décision de nommer cette galaxie en son honneur a été annoncée en 2020, lors d'une réunion de l'American Astronomical Society, AAS, par Bene Olwerda de l'Université de Louisville, qui a proposé le nom spécifiquement pour reconnaître que Rubin étudiait l'UGC 2885 depuis des décennies et que la galaxie avait été une partie clé des données soutenant sa découverte la plus importante. La même année, le Large Synoptic Survey Telescope au Chili, un nouvel observatoire majeur qui cartographiera l'ensemble du ciel visible à plusieurs reprises, a été renommé Vera C. Rubin Observatory. Ces reconnaissances, bien que tardives, reflètent une dette que le domaine reconnaît devoir à Rubin. La galaxie de Rubin elle-même s'étend sur environ 438 000 années-lumière, environ 4 fois le diamètre de la Voie lactée. Elle contient approximativement 1 billion d'étoiles, soit près de 3 fois la population stellaire estimée de la Voie lactée. Olwerda l'a décrite lors de la réunion de l'AAS comme potentiellement la plus grande galaxie spirale connue de l'univers local et a noté qu'elle est à peu près aussi grande qu'une galaxie en disque peut devenir sans avoir subi de collision. Cette dernière observation constitue le mystère. Les galaxies atteignent des tailles énormes par fusion. 2 galaxies entrent en collision, interagissent gravitationnellement, déchirent les structures en disques de l'autre et finissent par se stabiliser en un système combiné plus grand. Ce processus laisse des traces caractéristiques, des bras spiraux perturbés, des queues de marée qui s'étendent comme des rubans cosmiques, des populations d'amas d'étoiles aux propriétés orbitales incompatibles avec le disque principal, et souvent des poussées de formation d'étoiles intenses déclenchées par la compression des nuages de gaz lors de la fusion. Les très grandes galaxies spirales présentent généralement au moins quelques preuves de ce type d'histoire. La galaxie de Rubin montre presque aucune de ces caractéristiques. Ses bras spiraux sont lisses et non perturbés. Il n'y a pas de queue de marée. Son trou noir central est inactif. Il ne produit pas de jet, pas de disque d'accrétion actif, aucun signe d'alimentation par un compagnon récemment absorbé. Son taux de formation stellaire est inférieur à la moyenne pour une galaxie de sa taille. Environ la moitié de celui de la Voie lactée, qui elle-même n'était pas particulièrement prolifique en formation d'étoiles. Tout est calme et isolé, pas massif et fusionné. La meilleure explication actuelle est l'accrétion depuis le réseau cosmique. La galaxie de Rubin semble se situer dans une région où les filaments cosmiques, les immenses fils de gaz et de matière noire, reliant les amas de galaxies à travers l'univers, l'ont alimentée de façon continue pendant des milliards d'années. Plutôt que de croître par des fusions violentes et épisodiques, elle s'est construite lentement grâce à l'influx régulier de gaz intergalactiques d'hydrogène, le convertissant en nouvelles étoiles, à un rythme faible mais continu, ce qui a permis de maintenir la structure du disque tout en augmentant progressivement sa masse. L'équipe de Olwerda étudie la population d'amas globulaires de la galaxie pour tester ce scénario. Les galaxies, qui croissent principalement par fusion,
finissent avec une population d'amas globulaires plus importante que prévu pour leur masse actuelle. Elles ont volé, les amas de chaque galaxie absorbés. Les galaxies, qui croissent principalement par accrétion de gaz, ont une population d'amas plus proportionnelle à ce qu'elles ont formé localement. L'analyse est en cours, mais les preuves actuelles favorisent une histoire d'accrétion calme plutôt qu'une histoire dominée par les fusions. La galaxie de Rubin pourrait être la démonstration qu'avec suffisamment de temps et un environnement cosmique bien fourni, une galaxie spirale peut atteindre des tailles véritablement énormes sans jamais entrer en collision avec une autre grande galaxie. Cela relève soit d'une discipline impressionnante, soit d'une chance extraordinaire. Et distinguer les deux est l'un des objectifs des futures observations. Malin 1, la galaxie qui s'est cachée pendant 60 ans. Toutes les grandes galaxies ne sont pas faciles à repérer. Certaines sont invisibles, non pas parce qu'elles sont très éloignées, mais parce qu'elles sont extraordinairement faibles et qu'aucun télescope construit au XXe siècle n'était capable de les détecter. L'exemple le plus spectaculaire a été trouvé en se cachant dans des photographies de relevés du ciel, qui existaient depuis des décennies, avant que quelqu'un ait la bonne technique pour remarquer ce qu'elles contenaient. Malin 1 se situe à environ 1,2 milliard d'années-lumière dans la constellation de la Chevelure de Bérénice. Elle a été découverte en 1986 par l'astronome David Malin, qui avait développé des techniques photographiques spécialisées pour superposer et intensifier chimiquement les plaques de télescope afin d'extraire des structures extrêmement faibles du bruit de fond. Des méthodes qui n'étaient utilisées nulle part ailleurs en astronomie d'observation à l'époque. En appliquant ces techniques aux données d'archives des relevés, Malin a remarqué une structure énorme et fantomatique qui avait toujours été présente sur les photographies, mais simplement ignorée. Ce qu'il a trouvé était une galaxie spirale avec un disque s'étendant sur environ 650 000 années-lumière, jusqu'à 750 000 années-lumière selon certaines mesures ultérieures, ce qui en fait 6 à 7 fois le diamètre physique de la Voie lactée. Elle est presque invisible. Les étoiles de Malin, sont réparties si éparpillées sur une zone si vaste que la brillance de surface de son disque, la quantité de lumière qu'il émet par unité de surface apparente dans le ciel est bien en dessous du seuil que les télescopes conventionnels et les techniques d'imagerie standard pouvaient détecter. Le problème n'est pas le manque d'étoiles. Il y a des étoiles, en très grand nombre, réparties sur une surface si énorme que la densité stellaire par unité carrée de disque est extraordinairement faible. Dans les images profondes de l'Oumuamsing de la région centrale de la galaxie, on peut voir d'autres galaxies plus lointaines briller à travers le disque de Malin 1, visible à travers les interstices entre les étoiles de la même manière que l'on peut voir à travers un brouillard très fin. C'est, au sens le plus littéral, une galaxie transparente. La structure de Malin 1 révèle quelque chose d'inhabituel lorsqu'on l'examine en détail. Au centre du gigantesque disque extérieur fantomatique se trouve une spirale barrée relativement compacte et d'apparence ordinaire. Un noyau d'environ 30 000 années-lumière, avec un renflement central, une barre et un petit disque intérieur qui serait considéré comme banal s'il existait seul. Cette structure interne pourrait passer pour une galaxie parfaitement standard. Le vaste disque extérieur diffus qui l'entoure est un composant structurellement distinct, si différent par sa nature que la galaxie contient en réalité deux systèmes imbriqués ayant des propriétés complètement différentes. L'explication principale sur la manière dont Malin 1 a atteint cette configuration implique le moment angulaire, l'énergie de rotation stockée dans le gaz entrant
lors de la formation de la galaxie. Si le gaz ayant formé le disque extérieur de Malin possédait une quantité inhabituellement grande d'énergie de rotation par rapport aux nuages de gaz typiques formant les galaxies, il se serait stabilisé sur des orbites beaucoup plus éloignées du centre que la normale, s'étalant sur une surface beaucoup plus grande plutôt que de se concentrer dans un disque compact. Le gaz à fort moment angulaire forme de grands disques peu denses. Sur des milliards d'années, le résultat serait exactement ce que montre Malin 1. Un énorme disque extérieur trop diffus pour former efficacement des étoiles, entourant une galaxie intérieure plus compacte. La formation d'étoiles dans le disque extérieur se fait à un rythme quasi géologique. La densité du gaz sur la majeure partie du disque est inférieure au seuil nécessaire pour un effondrement gravitationnel efficace en nouvelles étoiles. Les observations avec le Very Large Telescope au Chili ont détecté la signature d'émission de l'hydrogène ionisé dans des poches dispersées du disque extérieur, confirmant qu'une certaine formation stellaire a lieu. Mais le rythme est bien inférieur à ce que l'étendue physique du disque suggérerait. La galaxie se construit dans les régions extérieures, mais si lentement que le disque extérieur pourrait mettre des milliards d'années à développer une population stellaire significative. Malin nécessite également d'énormes quantités de matière noire pour expliquer sa courbe de rotation. Comme pour les galaxies spirales normales étudiées par Vera Rubin, les régions visibles les plus éloignées de Malin tournent à des vitesses que la matière visible seule ne peut expliquer. Les halos de matière noire doivent être proportionnellement immenses, s'étendant bien au-delà du gigantesque disque extérieur. La masse totale du système, y compris toute la matière noire, est estimée comparable ou supérieure à la masse totale de la Voie lactée, malgré une densité stellaire beaucoup plus faible. La majeure partie de la masse de Malin est sombre et invisible, comme dans toutes les grandes galaxies, mais le rapport extrême de matière invisible à visible c'est particulièrement frappant compte tenu de l'étendue physique énorme de la galaxie. L'importance profonde de la découverte de Malin résidait dans ce qu'elle impliquait sur tout ce que les astronomes avaient manqué. Avant 1986, on supposait généralement que toute galaxie suffisamment grande pour être scientifiquement significative serait assez brillante pour apparaître dans les catalogues existants. Le relevé était calibré pour des objets de brillance de surface normale et les programmes scientifiques étaient conçus en conséquence. Malin 1 a montré que cette hypothèse était fausse. Une classe entière de galaxies, physiquement énormes, cosmologiquement significatives, mais presque invisibles, s'était cachée à toutes les enquêtes menées, simplement parce qu'aucune de ces enquêtes n'était optimisée pour la détecter. Cette découverte a déclenché une recherche. Dans les années et décennies suivantes, les astronomes ont développé de nouvelles techniques d'imagerie et des stratégies de relevé spécialement conçues pour détecter des objets à faible brillance de surface. Des dizaines de galaxies similaires ont été identifiées. Le Dragonfly Telephoto Array, qui a ensuite découvert NGC 1052-D F2, a été conçu précisément pour détecter ce type d'objet. Les relevés continuent de révéler de nouveaux exemples à mesure que la technologie d'imagerie s'améliore. Il pourrait y avoir beaucoup plus de structures de l'échelle de Malin 1 dans l'espace entre les galaxies que nous pouvons voir, attendant que quelqu'un développe la bonne technique et regarde dans la bonne direction. L'objet de Hogg, la galaxie que personne ne peut expliquer. En 1950, l'astronome Arthur Hogg examinait des plaques photographiques d'une étude du ciel
lorsqu'il est tombé sur quelque chose qui l'a stoppé. Au début, cela ressemblait à une nébuleuse planétaire, un anneau de gaz incandescent expulsé par une étoile mourante, un objet assez commun dans les relevés de galaxies. Mais les mesures de distance ne correspondaient pas. Elles étaient beaucoup trop lointaines et beaucoup trop grandes pour être de ce type. L'analyse spectroscopique a confirmé qu'elle était extragalactique. Des études supplémentaires ont confirmé qu'il s'agissait bien d'une galaxie. Mais personne ne pouvait expliquer quel type de galaxie c'était. Et plus de 70 ans plus tard, la situation reste la même. L'objet de Hauge se situe à environ 600 millions d'années-lumière dans la constellation du Serpent. Il s'étend sur environ 100 000 à 120 000 années-lumière, comparable en taille physique à la Voie lactée. Il contient environ 8 milliards d'étoiles. Et, sur les images détaillées du Hubble, il ressemble à un anneau parfait d'étoiles bleues brillantes flottant dans l'espace, autour d'une boule dense et ronde d'étoiles rouges anciennes, avec un vide sombre entre les deux contenant presque rien. L'anneau extérieur est composé d'étoiles jeunes, chaudes et récemment formées. Le noyau central est un sphéroïde ancien et calme. L'espace entre eux est essentiellement vide. Rien ne relie les deux. Pas de bras spiraux, pas de barres, pas de flux d'étoiles reliant l'espace. Juste un noyau, un vide et un anneau, avec une symétrie circulaire parfaite. L'explication la plus courante pour les galaxies en forme d'anneau est une collision frontale. Une plus petite galaxie traverse directement le centre d'un disque plus grand, riche en gaz, envoyant une onde de densité se propageant vers l'extérieur, comme les anneaux qui s'étendent lorsque l'on jette une pierre dans l'eau. À mesure que l'onde se propage, elle comprime le gaz et déclenche la formation d'étoiles le long de son bord extérieur, créant un anneau d'étoiles jeunes. La galaxie responsable de l'impact continue ensuite son chemin, laissant derrière elle la structure en anneau. Ce mécanisme est bien compris et bien documenté. La galaxie de la roue de chariot, Cartwheel Galaxy, l'une des structures en anneau les plus photographiées en astronomie, en est un exemple classique et la petite galaxie responsable est toujours visible à proximité, s'éloignant de la collision. Dans l'objet de Oag, il n'y a pas de deuxième galaxie. Aucune trace du projectile qui aurait déclenché l'anneau. Aucun débris tidal dans l'espace environnant. Aucun flux stellaire pointant dans la direction d'un intrus en retrait. Aucune légère extension du noyau pouvant indiquer un impact décentré. Les observations radio ont confirmé qu'aucune interaction majeure entre galaxies n'a eu lieu depuis au moins 1 milliard d'années. Si une collision a initié cette structure, cela s'était passé il y a si longtemps que toutes les preuves ont été effacées, ce qui est lui-même très inhabituel. Les interactions galactiques laissent généralement des traces détectables pendant plusieurs milliards d'années. Une deuxième explication propose que l'objet de Hauge était autrefois une galaxie spirale barrée et que sa structure interne est devenue instable avec le temps. Dans une spirale barrée, la barre centrale crée des résonances gravitationnelles qui peuvent nous pousser la matière vers l'extérieur à travers le disque. Dans certaines conditions, cela peut produire une structure en anneau. C'est un processus appelé évolution séculaire, provoqué par la dynamique interne de la galaxie elle-même plutôt que par un événement externe. Cela a été observé à divers degrés dans d'autres galaxies. Mais le noyau de l'objet de Oag est sphéroïdal.
pas en forme de disque. Les spirales barrées ont des noyaux en forme de disque. Le scénario de dissolution de la barre, même s'il pouvait produire l'anneau, laisse le noyau incorrect et les chercheurs qui ont étudié sérieusement cette explication ont conclu que les preuves étaient trop faibles pour tirer une conclusion définitive dans un sens ou dans l'autre. Il y a un détail supplémentaire qui rend l'objet de Hogg encore plus étrange à observer. Dans le vide sombre entre l'anneau extérieur et le noyau central, à peu près à la position de 7 heures, une petite tache est visible dans les images les plus profondes du Hubble. Cette tache est une autre galaxie en anneau, beaucoup plus lointaine, vue en arrière-plan à travers le vide de l'objet de Hogg. Une galaxie en anneau dans le vide d'une autre galaxie en anneau. La probabilité que cet alignement particulier se produise par hasard selon une ligne de visée quelconque est très faible. Qu'il ait une signification physique pour l'objet de Hogg lui-même est débattu. La plupart des astronomes le considèrent comme une coïncidence remarquable. Mais cela ajoute une couche supplémentaire de surréalisme à une galaxie déjà sans égale. L'objet de Hogg reste la seule galaxie de ce type dans le sens le plus important, parfaitement circulaire, avec la combinaison exacte d'anneaux extérieurs, de vide et de noyaux sphériques qui la définit. D'autres galaxies dites de type Hogg existent, mais toutes ont des noyaux allongés ou barrés, ou montrent des traces légères de structures spirales, ou sont imparfaites dans leur symétrie de manière à ce que les modèles existants puissent au moins partiellement les expliquer. L'objet de Hogg, après plus de 70 ans d'études, ne rentre pas dans ces catégories. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'objet de Hogg n'a pas été ignoré. C'est l'une des galaxies inhabituelles les plus photographiées et étudiées de l'astronomie moderne. Il a reçu des images complètes du Hubble en 2001. Il a été réexaminé en 2024, avec un traitement par IA pour réduire le bruit, produisant des images plus nettes que jamais auparavant. La distribution plus large de l'hydrogène neutre autour de lui a été cartographiée avec des radiotélescopes, montrant qu'elle s'étend au-delà de l'anneau visible. Ces populations stellaires ont été analysées spectroscopiquement. Chaque technique majeure disponible en astronomie moderne a été appliquée. La réponse a été constamment la même. Nous ne savons pas. Arthur Hogg lui-même, dans la brève note annonçant sa découverte, écrivait qu'une classification appropriée serait un projet à court terme utile. Ce projet à court terme dure maintenant depuis 75 ans. Hogg est mort en 1993, ayant vu le problème se préciser, mais non résoudre. Il restera probablement non résolu jusqu'à ce qu'une future observation révèle des preuves que les instruments précédents n'ont pas pu détecter, ou qu'un modèle informatique soit développé capable de reproduire la combinaison spécifique de caractéristiques, l'anneau parfait, le vide, le noyau sphérique, sans nécessiter un ensemble de conditions initiales tellement précises qu'elles ne fournissent aucune explication réelle. NGC 1277, un messager de l'univers primordial qui a d'une manière survécu. Tous les mystères de l'univers ne concernent pas des objets physiquement énormes. Certaines des galaxies les plus scientifiquement significatives sont étranges précisément parce qu'elles se sont restées pratiquement inchangées, parce qu'elles semblent être des fragments de l'univers primitif qui ont survécu intacts jusqu'à aujourd'hui, des fossiles dans un cosmos qui détruit ou transforme généralement tout. NGC
1277 se situe à environ 240 millions d'années-lumière dans l'amas de galaxies de Persée. Physiquement, elle est petite selon les standards des objets discutés jusqu'à présent. Son rayon effectif n'est que d'environ 4000 années-lumière, ce qui en fait à peu près un quart de la taille physique de la Voie lactée. Sa masse stellaire totale est environ 2 fois celle de la Voie lactée, concentrée dans ce petit volume, la rendant extrêmement dense. Et chaque étoile qu'elle contient, autant que les astronomes Teva Koshishi peuvent te le dire, s'est formée il y a plus de 10 milliards d'années. Pas seulement la majorité des étoiles. Toutes, depuis cette première explosion de formation stellaire, NGC 1277, semblent ne pas avoir changé du tout. Les galaxies comme celle-ci sont appelées galaxies reliques, des objets compacts, denses et anciens qui se sont formés rapidement dans l'univers primitif et qui, pour diverses raisons, ont cessé d'évoluer. Dans l'univers primordial, il y a environ 10 à 13 milliards d'années. Les galaxies massives très compactes étaient fréquentes. Elles se sont formées rapidement, ont consommé leur gaz lors de violentes premières phases de formation stellaire, puis se sont éteintes. Avec le temps, la plupart d'entre elles ont grandi et évolué, fusionnant avec d'autres galaxies, accumulant de nouvelles matières, construisant des enveloppes stellaires extérieures étendues et se transformant progressivement en elliptiques plus grandes et plus dispersées qui dominent aujourd'hui les amas de galaxies. Les originaux compacts ont été effectivement engloutis par leur propre croissance. On estime qu'une seule galaxie massive sur 1000 a survécu intacte à ce processus de transformation, restant aujourd'hui dans une forme essentiellement compacte, semblable à celle qu'elle avait il y a plus de 10 milliards d'années. NGC 1277 est l'un de ces rares survivants. Et ce qui l'a préservé est sa situation particulière à l'intérieur de l'amas de Persée. La galaxie se déplace à travers l'amas à environ 2 millions de milles par heure. Assez vite pour ne pas ralentir, ne pas fusionner avec d'autres membres de l'amas, ni accumuler de nouvelles matières de manière significative. Chaque fois qu'elle passe près d'une autre galaxie, la rencontre est trop brève et la vitesse relative trop élevée pour qu'une véritable fusion se produise. Par ailleurs, le gaz intergalactique chaud qui remplit l'amas de Persée est ici énergétiquement chauffé par le puits gravitationnel de l'amas qu'il ne peut pas se refroidir suffisamment pour s'effondrer et former de nouvelles étoiles. NG 1277 est pratiquement figé, entouré de matière mais incapable de l'utiliser, se déplaçant trop vite pour accumuler quoi que ce soit de nouveau, préservé par l'environnement dynamique même qui aurait détruit une galaxie plus lente ou moins chanceuse. Les astronomes ont confirmé le statut de NGC 1277 en tant que galaxie relique grâce à un signe d'observation spécifique. Ces amas globulaires. Les grandes galaxies ont généralement 2 populations d'amas globulaires autour d'elles. Les rouges, formés lors de l'assemblage initial de la galaxie, et les bleus, qui apparaissent plus tard lorsque la galaxie absorbe de plus petites galaxies compagnons, dont les amas globulaires sont détachés et incorporés dans le halo. Le rapport des amas globulaires rouges au bleu reflète donc l'histoire d'accrétion d'une galaxie. Les galaxies qui ont fusionné et grandi possèdent les 2 types. La Voie lactée a des populations à peu près égales. NGC 1277 possède presque exclusivement
des rouges. L'absence d'amas globulaires bleus est une preuve directe que la galaxie n'a consommé aucune petite galaxie depuis sa formation initiale. Elle est restée pratiquement isolée d'un point de vue évolutif pendant 10 milliards d'années. Cela rend NGC 1277 scientifiquement extraordinaire. C'est, selon l'expression des astronomes, une fenêtre sur l'univers primitif, un exemple rare d'une galaxie qui montre exactement à quoi ressemblaient les objets compacts, denses et rapidement formés du cosmos ancien, avant que la plupart ne soient transformés au-delà de toute reconnaissance par les fusions et l'accrétion. Tout ce que les relevés standards observent dans l'univers primitif, les galaxies compactes, rouges et mortes, qui apparaissent comme des points rouges, faibles, aux distances extrêmes sur les images en champ profond de JWST et Hubble, est du même type que NGC 1277. Mais ces galaxies sont si éloignées que même le JWST ne peut que les voir comme des points lumineux non résolus. NGC 1277 est suffisamment proche pour être étudié en détail. Ces étoiles individuelles peuvent être résolues, ces populations d'amas globulaires peuvent être catégorisées, et sa structure de vitesse interne peut être cartographiée. C'est le seul objet de ce type à portée d'observation pratique. Le fait que NGC 1277 possède également un trou noir central anormalement massif, avec des estimations allant de quelques milliards à peut-être des dizaines de milliards de masse solaire, le rendant disproportionné par rapport à la masse stellaire totale de la galaxie. Ajoute une autre énigme. La plupart des galaxies suivent une relation assez stricte entre la masse de leur trou noir central et la masse de leur bulbe stellaire. Les bulbes plus grands hébergent des trous noirs plus massifs, dans des proportions prévisibles. Le trou noir de NGC 1277 est beaucoup trop massif pour sa galaxie haute selon ce standard, ce qui suggère que le trou noir et la galaxie ont grandi ensemble dans des conditions très différentes de celles d'aujourd'hui. Dans l'extrême densité et turbulence de l'univers primitif, avec du gaz tombant de toutes parts à des taux élevés, à la fois les étoiles et le trou noir central ont pu croître simultanément et rapidement, dans des proportions qui n'existent plus dans le cosmos plus calme d'aujourd'hui. NG 1277 est, au sens le plus littéral, un artefact d'une autre époque de l'univers, préservé grâce à une combinaison fortuite de vitesse, d'environnement et d'isolement au milieu d'un amas qui aurait transformé la plupart des autres galaxies au-delà de toute reconnaissance. Enfin, un dernier détail concernant NGC 1277 mérite d'être mentionné. Le même type de galaxie compacte, dense et ancienne que représente NGC 1277 localement, les galaxies compactes, rouges et mortes de l'univers primitif, est exactement ce que des instruments comme le télescope spatial James Webb découvrent en grand nombre à des distances extrêmes. ZF-UD S-7329. La galaxie surmassive ayant arrêté précocement sa formation stellaire et qui a mis au défi les modèles cosmologiques pourrait être un ancêtre direct d'objets comme NGC 1277. Elle s'est formée rapidement, a accumulé une masse stellaire énorme, a arrêté sa formation stellaire dans le premier milliard d'années de l'univers et, selon l'endroit où elle a fini,
a été soit absorbée par une galaxie plus grande au fil du temps, soit a survécu sous une forme proche de celle qu'elle avait à sa naissance. Étudier NGC 1277 en détail nous renseigne donc sur ces objets lointains de l'univers primitif d'une manière qu'aucune autre technique ne peut offrir. Elle fait le pont entre le cosmos primitif et le présent de façon scientifiquement unique. NGC 1052-D F2 et Dragonfly 44. Deux galaxies aux extrêmes opposés d'un spectre impossible. L'une des croyances les plus fermement établies en astronomie moderne est que la matière noire et les galaxies sont indissociables. On ne peut tout simplement pas avoir l'une sans l'autre. La matière noire représente environ 85% de toute la matière de l'univers. Sans elle, les légères surdensités du début de l'univers n'auraient jamais eu suffisamment de gravité pour s'effondrer et former des galaxies. Les modèles standards de phase de formation des galaxies commencent avec des halos de matière noire, d'immenses nuages invisibles de cette substance, et considèrent la matière visible ordinaire comme quelque chose qui tombe dans ces halos et forme des étoiles. On pense que les galaxies sont intégrées dans la matière noire dès le départ, et leurs halos de matière noire sont généralement beaucoup plus massifs que la galaxie visible qu'ils contiennent. En 2018, Peter van de Kom de l'université de Yale a publié un article dans Nature décrivant une galaxie qui, selon toutes les preuves mesurables, en contenait presque aucune. L'équipe de Van de Kom a découvert cette galaxie grâce au Dragonfly Telephoto Array, un système de télescope construit sur mesure, très différent de l'astronomie observationnelle conventionnelle. Au lieu d'utiliser un grand miroir primaire comme les télescopes classiques, Dragonfly utilise un ensemble de lentilles et d'appareils photo-téléobjectifs commerciaux, disposés pour fonctionner ensemble, ce qui réduit considérablement la lumière dispersée interne qui aveugle les télescopes conventionnels face à des objets extrêmement faibles et diffus. Il a été conçu spécifiquement pour détecter les structures à faible brillance de surface que les instruments standards manquent. NGC 1052-D F2 a été l'une de ses premières découvertes spectaculaires. La galaxie se situe à environ 65 millions d'années-lumière dans la constellation de la Baleine, Cétus. Elle est physiquement grande, à peu près du diamètre de la Voie lactée, mais ne contient qu'environ 1/200 du nombre d'étoiles, rendant son disque si clairsemé que les galaxies en arrière-plan sont visibles à travers elle. La description faite par Van de Kom de sa première observation dans une image du Hubble capture bien l'étrangeté. Un énorme nuage si clairsemé que l'on peut voir les galaxies derrière lui, littéralement transparent à des distances cosmologiques. Pour déterminer la quantité de matière noire qu'elle contient, l'équipe a mesuré les vitesses orbitales de 10 amas globulaires orbitant dans les régions externes de la galaxie. Le principe est simple. La vitesse orbitale d'un objet autour d'une galaxie dépend de la masse totale, visible et invisible, contenue dans son orbite. Plus la masse est grande, plus les orbites sont rapides. Si une galaxie possède une composante significative de matière noire répartie à travers et autour d'elle, les objets extérieurs se déplacent beaucoup plus vite que ce que les étoiles visibles seules peuvent expliquer. C'était l'observation fondamentale derrière la découverte de la matière noire par Vera Rubin, appliquée ici à un objet très différent. Les amas globulaires de NGC 1052-D F2 se déplaçaient trop lentement. Les vitesses correspondaient à la force gravitationnelle des seules étoiles visibles.
aucune masse supplémentaire provenant de la matière noire n'a été détectée. L'équipe de Van de Koom a conclu que la galaxie contient au maximum un 4/100e de la matière noire, prédite par les modèles standards pour une galaxie de sa taille, et peut-être même aucune. La réaction de la communauté astronomique fut intense. La revendication était extraordinaire. La première galaxie connue dépourvue de matière noire, et elle a attiré un examen minutieux. Plusieurs groupes ont remis en question la mesure de distance, arguant que si la galaxie était beaucoup plus proche que prévu, elle serait plus petite et moins massive. Et le déficit apparent de matière noire ne serait plus remarquable. Une équipe de l'Institut d'astrophysique des Canaries a conclu que la galaxie pourrait se trouver à seulement 42 millions d'années-lumière et non 65, ce qui rétablirait une fraction de matière noire plus normale. Le débat a duré plusieurs années et a impliqué certains des scientifiques les plus éminents spécialisés dans les galaxies. En 2021, des observations du Hubble utilisant des étoiles géantes rouges qui atteignent une luminosité maximale précisément calibrée dans l'univers, en faisant des marqueurs de distance fiables, ont confirmé la distance à environ 65 millions d'années-lumière. Le déficit est réel. L'une des implications les plus importantes tirées par l'équipe de Van de Koom n'était pas que la matière noire n'existe pas, mais exactement le contraire. Si la matière noire était simplement une modification du comportement de la gravité à faibles accélérations, comme le proposent certaines théories alternatives, elle apparaîtrait dans chaque galaxie comme un effet universel. Une galaxie réellement dépourvue de matière noire serait impossible dans ces modèles. L'existence de NGC 1052-DF2 implique donc que la matière noire est une substance physique réelle et séparable, pas une propriété de la gravité, quelque chose qui peut être présent dans certaines galaxies et absent dans d'autres, ce à quoi on pourrait s'attendre pour une particule qui interagit avec la matière ordinaire uniquement par gravité, et peut donc être séparée dans les bonnes conditions. Le mécanisme de séparation le plus probable est l'arrachement par marée, exercé par la grande galaxie elliptique voisine NGC 1052. La différence gravitationnelle de ce grand voisin, tirant plus fortement sur le côté proche de NGC 1052-DF2 que sur le côté éloigné, a pu progressivement arracher le halo externe de matière noire sur des milliards d'années. La matière noire dans les régions les plus externes d'une petite galaxie est la composante la moins liée gravitationnellement, ce qui la rend la plus vulnérable à l'arracher par un voisin massif. Des preuves soutenant ce mécanisme général ont été trouvées dans une deuxième galaxie, NGC 1052-D, F4, où des débris de marée sont visibles, des flux étendus d'étoiles tirés vers une galaxie voisine, NGC 1035, cohérent avec une interaction en cours qui a déjà éliminé la majeure partie de la matière noire de la plus petite galaxie. Van de Koom lui-même, dans des interviews après la confirmation de distance en 2021, a reformulé l'énigme ainsi. Le débat sur la distance est désormais clos, et la question scientifique se concentre maintenant sur la formation initiale de ces galaxies. Le scénario d'arrachement par marée explique comment la matière noire a été retirée, mais ne rend pas compte de la formation des amas globulaires exceptionnellement grands et très lumineux de la galaxie, dont les propriétés suggèrent qu'ils se sont formés dans un environnement inhabituel. Une autre hypothèse propose que ces amas globulaires anormaux se sont formés lors d'une rencontre à grande vitesse entre deux galaxies plus grandes et que NGC 1052-DF2
F2 s'est formé à partir du matériau éjecté lors de cette rencontre, une balle de gaz séparée de la matière noire de la collision initiale. Ce modèle fait des prédictions spécifiques sur la distribution spatiale et les vitesses de galaxies similaires déficientes en matière noire dans le groupe NGC 1052, actuellement testé par des relevés en cours. À l'extrémité opposée de ce spectre se trouve Dragonfly 44, également découverte par le Dragonfly Telephoto Array, située à environ 330 millions d'années-lumière dans l'amas de la Coma. Comme NGC 1052-DF2, c'est une galaxie ultra-diffuse, physiquement grande mais peu peuplée en étoiles visibles. Mais là où NGC 1052-DF2 semble presque dépourvu de matière noire, Dragonfly 44 semble en être presque entièrement composé. La dispersion des vitesses de ces étoiles implique une masse totale comparable à celle de la Voie lactée, environ 1 billion de masses solaires, mais la masse stellaire visible ne représente qu'1 % de cette masse. Les plus de 99% restants sont de la matière noire, faisant de Dragonfly 44 l'un des objets les plus dominés par la matière noire jamais identifiés. Comment deux galaxies ultra-diffuses d'apparence physique similaire peuvent occuper des positions si radicalement différentes sur le spectre matière noire / matière visible reste une question ouverte. Les processus de formation de galaxies qui les produisent peuvent être complètement différents, ou le même processus peut opérer dans des conditions initiales différentes. Chaque réponse serait scientifiquement significative, et aucune n'est encore confirmée. Les galaxies qui ne devraient pas exister. Ce que le JWST a découvert dans l'univers primordial. Pendant des décennies, le modèle cosmologique standard a fait une prédiction spécifique concernant l'univers primordial. Il ne devait contenir que de petites structures proto-galactiques chaotiques. La logique reposait sur une physique bien comprise. Après le Big Bang, la matière était distribuée de manière presque uniforme, avec seulement de très faibles variations statistiques de densité. Ces variations ont grandi au fil du temps à mesure que la gravité les amplifiait. Les régions plus denses attiraient davantage de matière, les régions plus clairsemées en perdaient. De petites structures se sont formées en premier et se sont progressivement fusionnées pour devenir des structures plus grandes. Cela s'appelle la formation hiérarchique des structures. Et elle a été extrêmement efficace pour expliquer la structure à grande échelle de l'univers actuel. Le modèle prédit que les grandes galaxies bien organisées comme la Voie lactée ont mis des milliards d'années à se former, s'édifiant progressivement à partir de précurseurs plus petits. Puis, en décembre 2021, le télescope spatial James Webb, JWST, a été lancé et au cours de sa première année d'observation scientifique, il a commencé à découvrir des galaxies dans l'univers primordial que le modèle n'avait pas prévu. Pour comprendre pourquoi le JWST peut observer ces objets alors que les télescopes précédents ne le pouvaient pas, il est utile de savoir comment l'univers étire la lumière. L'univers s'étend depuis le Big Bang, et lorsque la lumière traverse cet espace en expansion, sa longueur d'onde s'allonge. Le terme technique est décalage vers le rouge cosmologique. La lumière provenant d'une galaxie existant 500 millions d'années après le Big Bang a voyagé pendant plus de 13 milliards d'années et a été fortement étirée par l'expansion de l'espace au cours de ce trajet. Ce qui quittait la source en lumière visible ou ultraviolette arrive sur Terre sous forme de lumière infrarouge. Les télescopes spatiaux infrarouges précédents étaient trop petits
et pas assez froid pour détecter cette lumière faible et fortement décalée vers le rouge provenant du premier milliard d'années de l'univers. Le Jadia WST possède un miroir de 6,5 mètres de diamètre, environ 3 fois le diamètre collecteur de Hubble, et fonctionne à quelques degrés au-dessus du zéro absolu pour supprimer son propre bruit thermique. Il a été conçu dès le départ pour travailler dans les longueurs d'onde infrarouges, où les premières galaxies sont accessibles. Ce qu'il a découvert a stupéfié les astronomes qui l'ont construit. En 2023, plusieurs équipes indépendantes ont annoncé la découverte de galaxies existant seulement 500 à 700 millions d'années après le Big Bang, lorsque l'univers avait moins de 5% de son âge actuel, qui semblaient contenir des masses stellaires comparables à celles de la Voie lactée ou supérieures. L'astronome Erika Nelson de l'Université du Colorado à Boulder a décrit la réaction de son équipe en 3 mots. C'est fou. Le modèle standard prédisait que les halos de matière noire suffisamment grands pour accueillir des galaxies de cette masse n'auraient tout simplement pas eu le temps de se former. Le processus qui permet la formation des galaxies, l'effondrement des halos de matière noire en premier et l'absorption de la matière ordinaire, nécessite un temps que l'univers n'avait pas encore. Et pourtant, les galaxies étaient présentes, confirmées par spectroscopie, la technique astronomique la plus fiable pour mesurer les distances et les propriétés physiques. Le mystère le plus profond n'est pas seulement que ces galaxies sont massives, c'est que leurs étoiles sont vieilles. Les empreintes spectrales de la lumière stellaire provenant de ces galaxies primitives et surdimensionnées montrent des populations stellaires matures et stabilisées, celles que l'on s'attendrait à voir dans une galaxie qui forme des étoiles depuis longtemps. Mais l'univers n'avait que 500 millions d'années lorsque ces galaxies ont été observées. Il n'y a donc pas eu beaucoup de temps. Soit ces galaxies se sont formées avec une efficacité extraordinaire dans une fenêtre de temps très courte, soit le processus de formation stellaire lui-même était fondamentalement différent dans l'univers primordial de ce que nos modèles décrivent. Le cas individuel le plus extrême étudié en détail est une galaxie appelée ZF-UD S-7329, examinée par une équipe dirigée par Carl Glazebrook de l'Université Swinburne en Australie et confirmée par les observations de Hubble et du JWST. Cette galaxie est observée telle qu'elle apparaissait il y a environ 11,5 milliards d'années, seulement 800 millions d'années après le début de l'univers. Elle contient plus d'étoiles que la Voie lactée. Ses empreintes spectrales montrent des étoiles vieilles, pas jeunes. Cela signifie que la majeure partie de la masse stellaire s'est formée avant même l'époque de l'observation, peut-être 300 à 400 millions d'années après le Big Bang, ou même plus tôt. Ensuite, la galaxie a presque entièrement cessé de former des étoiles. Elle s'est éteinte à une époque où l'univers tout entier avait moins d'1 milliard d'années. L'extinction, quenching, se produit normalement par plusieurs mécanismes bien compris. La galaxie manque de gaz froid. Quelque chose chauffe le gaz pour qu'il ne puisse pas s'effondrer en nouvelles étoiles. Ou un trou noir supermassif actif génère des vents énergétiques qui expulsent tout le gaz de la galaxie. Tous ces processus prennent du temps, typiquement des milliards d'années d'évolution graduelle. Z F-UDS-7329 semble avoir formé une masse stellaire supérieure à celle de la Voie lactée, puis s'être arrêté au cours des premiers centaines de millions d'années de l'existence de l'univers. Claudia Lagos de l'Université d'Australie occidentale
co-auteur de l'étude clé, a déclaré ceci directement. Avoir des galaxies aussi massives, si tôt, représente un défi important pour le modèle cosmologique standard, notamment sur la rapidité de leur formation et la cause d'un arrêt aussi rapide. Les découvertes du JWST ne se limitent pas aux galaxies primitives surdimensionnées. Elles concernent aussi la structure des premières galaxies. En décembre 2025, les chercheurs Rashid Jain et Yogesh Wadadekar du Centre national de radioastronomie en Inde ont publié la découverte d'une galaxie appelée Alaknanda. Nommée d'après une rivière himalayenne dont les sources sont communes avec la Mandakini, le nom hindi de la Voie lactée. Le choix du nom était approprié. Alaknanda s'est formé seulement 1,5 milliard d'années après le Big Bang, et les images JWST, prisées à travers 21 filtres distincts, révèlent qu'elle possède déjà 2 bras spiraux symétriques et étendus enroulés autour d'un bulbe central lumineux. La structure spirale classique de type Grand Design associée aux galaxies entièrement matures. Les spirales de type Grand Design nécessitent des conditions très spécifiques pour se former. Le gaz doit tomber régulièrement sur un disque en rotation. Le disque doit rester intact assez longtemps pour se refroidir et se stabiliser. Des ondes de densité doivent se développer dans le disque et organiser la matière en structures de bras cohérentes. On pensait que tout le processus nécessitait plusieurs milliards d'années d'évolution calme. Alaknanda l'a accompli en moins de 1,5 milliard d'années depuis le Big Bang, à une époque où le modèle standard s'attendait à ce que les galaxies soient des protostructures chaotiques et fragmentées encore en cours d'assemblage. La galaxie s'étend sur environ 30 000 années-lumière et construit de nouvelles étoiles environ 20 fois plus rapidement que la Voie lactée actuelle. Elle n'a pu être détectée avec un tel niveau de détail que parce qu'elle se trouvait derrière un énorme amas de galaxies appelé Abell 2744, dont la gravité a agi comme une lentille naturelle, courbant et amplifiant juste assez la lumière de la galaxie lointaine pour que le JWST puisse résoudre sa structure spirale. Wadadekar a décrit directement l'implication. L'univers primordial était capable d'un assemblage de galaxies beaucoup plus rapide que quiconque ne l'avait prévu. Et les processus physiques régissant la formation des galaxies semblaient avoir été beaucoup plus efficaces à cette époque que ce que les modèles actuels prennent en compte. Alaknanda fait partie d'un catalogue croissant que le JWST construit progressivement, galaxie après galaxie, issu du premier milliard d'années de l'univers, montrant une maturité structurelle, des âges stellaires et des masses totales que le cadre théorique n'avait pas prévues. Certains chercheurs ont proposé que la formation stellaire dans l'univers primordial était simplement plus efficace qu'aujourd'hui, peut-être parce que les nuages de gaz étaient plus denses, plus froids ou organisés différemment par la turbulence. D'autres ont suggéré que les halos de matière noire qui ont semé la formation des galaxies étaient eux-mêmes plus grandes et plus denses que ce que le modèle standard autorise, en raison de subtilités dans la physique post-Big Bang qui n'ont pas encore été complètement prises en compte. Une troisième hypothèse suggère que certaines de ces galaxies primitives apparemment surdimensionnées pourraient contenir des trous noirs exceptionnellement actifs, contribuant par leur propre énergie au signal observé, les faisant paraître plus massives que ce que leur contenu stellaire seul justifierait. Aucune de ces explications n'a été confirmée. Le télescope spatial James Webb en est encore aux premières phases de sa vie opérationnelle planifiée,
avec des décennies de science devant lui, et chaque nouvelle série d'observations, issue du premier milliard d'années de l'univers, a ajouté au mystère plutôt que de le résoudre. L'enfance de l'univers est systématiquement plus étrange, plus productive et plus organisée que ce que la théorie attendait. Et cet écart entre prédiction et observation est l'endroit où certains des travaux cosmologiques les plus importants de la prochaine décennie auront lieu. La galaxie roue de chariot. Une violence à une échelle qui crée de nouveaux mondes. Totsila Ulch, les galaxies extraordinaires ne sont pas mystérieuses parce qu'elles défient l'explication. Certaines sont extraordinaires parce qu'elles démontrent un processus bien compris et documenté. Et en le montrant, elles révèlent quelque chose de surprenant sur la relation entre la violence cosmique et la création cosmique. La galaxie roue de chariot se trouve à environ 500 millions d'années-lumière dans la constellation du Sculpteur. Son nom provient de son apparence. Un grand anneau extérieur d'étoiles brillamment lumineuses, relié par des rayons faibles à un anneau intérieur plus petit et turbulent, entourant un centre perturbé et tourbillonnant. L'ensemble de la structure s'étend sur environ 150 000 années-lumière, un peu plus grand que la Voie lactée. Elle a été photographiée par tous les principaux télescopes des dernières décennies, et en 2022, le JWST a braqué ses instruments sur elle et capturé la structure avec un niveau de détail jamais atteint auparavant, révélant des couches de complexité que Hubble et les observatoires antérieurs ne pouvaient qu'entrevoir partiellement. Ce qui est arrivé à la roue de chariot il y a environ 200 à 300 millions d'années est l'un des événements les plus dramatiques qu'une galaxie puisse vivre. Une collision frontale directe. Une galaxie plus petite, visible sur les images à droite de la roue de chariot, s'éloignant encore du site de l'impact, est passée directement à travers le centre de ce qui était alors une galaxie spirale normale et en rotation. L'intruse a traversé si rapidement qu'elle ne s'est pas fusionnée avec la grande galaxie comme le ferait une collision normale. Au lieu de cela, son influence gravitationnelle a créé une ondulation dans le disque, comme une pierre jetée dans l'eau. Une onde de compression qui s'est propagée radialement vers l'extérieur, ramassant gaz et poussière sur son passage. Au fur et à mesure que cette onde de densité se propageait vers l'extérieur, elle a créé les conditions pour la formation d'étoiles sur tout son front, simultanément. D'énormes quantités de gaz ont été compressées au-dessus du seuil de l'effondrement gravitationnel. Des étoiles se sont allumées en anneaux autour de toute la circonférence de l'onde au même moment, à une échelle qu'aucune région de formation stellaire normale ne pourrait approcher. Le résultat est le brillant anneau extérieur de la roue de chariot. Une crèche stellaire active formant des étoiles chaudes, massives et bleues, à un rythme bien supérieur à celui de la Voie lactée, réparties sur un anneau de plusieurs dizaines de milliers d'années-lumière de circonférence. Ce que le JWST a révélé dans ses observations de 2022, c'est la structure fine de cet anneau et de son environnement. En lumière infrarouge, le télescope pouvait voir à travers les nuages de poussière qui obscurcissent les images optiques, révélant en détail l'anatomie interne de l'anneau de formation stellaire, des amas denses de jeunes étoiles intégrées dans une épaisse poussière, des flux de gaz chaud s'écoulant du bord intérieur de l'anneau, de faibles filaments de matière s'étendant entre l'anneau intérieur et extérieur, invisibles dans les données de Hubble, et le noyau perturbé de la galaxie centrale se reconstruisant activement après l'impact.
Le GWST a également détecté de grandes quantités de poussière silicatée chaude, le même matériau qui forme les planètes rocheuses, produite par les jeunes étoiles massives de l'anneau et distribuée à travers la structure. Ce détail a une importance qu'il vaut la peine de souligner. L'anneau extérieur de la roue de chariot forme des étoiles à un rythme extraordinaire à cause d'une collision galactique cataclysmique. Ces étoiles produisent et distribuent les éléments lourds: carbone, oxygène, silicium, fer, nécessaires aux planètes rocheuses. Une fraction de ces étoiles aura des systèmes planétaires, y compris des planètes rocheuses. Sur certaines de ces planètes, avec suffisamment de temps, des conditions pourraient se développer permettant une chimie intéressante. La roue de chariot est une galaxie dont l'histoire violente est, dans un sens très direct, le moteur de potentiels nouveaux mondes. Ce qui semble être une catastrophe cosmique vue de l'extérieur est simultanément, sur une échelle de temps plus longue, le germe d'une complexité future. La roue de chariot montre également quelque chose d'important sur la façon dont les galaxies annelées diffèrent de l'objet de Hoag. Les deux structures semblent similaires. Un anneau extérieur lumineux autour d'une masse centrale, séparée par un espace relativement vide. Mais leurs origines sont complètement différentes. La roue de chariot a un coupable clair. La galaxie plus petite responsable de la collision est encore visible à proximité. Le noyau de la roue de chariot est perturbé et asymétrique, encore en train de récupérer de l'impact. L'anneau est jeune et forme activement des étoiles. Ce n'est pas une structure stable d'étoiles anciennes. L'espace entre l'anneau et le noyau n'est pas vide. Il contient de la matière faible, participant encore aux suites de la collision. Tout dans la roue de chariot raconte l'histoire d'un événement récent et connu. Tout dans l'objet de Hoag refuse de raconter une histoire. Cette comparaison illustre un principe plus large en astronomie observationnelle. Le même résultat peut découler de processus physiques très différents. Et distinguer ces processus exige de dépasser les similitudes visuelles évidentes. Deux galaxies peuvent sembler presque identiques de loin et avoir des histoires presque totalement différentes. Et c'est pourquoi comprendre les galaxies extrêmes individuellement est important. Non seulement parce que chaque objet est scientifiquement intéressant en soi, mais aussi parce que chacun oblige les astronomes à être plus précis sur l'éventail de mécanismes que l'univers utilise réellement pour construire les structures que nous observons. La roue de chariot rappelle également que les événements les plus violents de l'univers ne sont pas exclusivement destructeurs. La collision qui a produit l'anneau de la roue de chariot a également produit une poussée extraordinaire de formations stellaires le long du front de l'anneau, l'un des taux de formation stellaire les plus élevés de toute structure galactique dans l'univers local. Beaucoup des étoiles qui naissent actuellement dans cet anneau sont massives, et elles fabriquent les éléments lourds: carbone, oxygène, fer, silicium, qui n'existaient pas lors du Big Bang. Ces éléments seront distribués dans la galaxie et son environnement. Une partie se retrouvera dans de futurs systèmes stellaires et formations planétaires. La violence de la roue de chariot est aussi sa créativité, et les deux se produisent simultanément, alimentés par le même événement. Les galaxies extrêmes et ce qu'elles révèlent sur l'univers. En prenant du recul par rapport aux objets individuels, ces galaxies portent des implications qui vont bien au-delà des particularités de chaque objet. Ensemble, elles forment une sorte de carte indiquant où notre compréhension est solide,
où elle présente des lacunes et où elle peut être fondamentalement incomplète. L'existence d'OB 10101, proche de la limite supérieure de la masse galactique, n'est pas un hasard. L'expansion accélérée de l'univers, entraînée par l'énergie noire, fixe un plafond sur la croissance d'une structure liée gravitationnellement au fil du temps. Ce plafond d'énergie noire explique également pourquoi le record de la plus grande galaxie, en termes d'étendue stellaire, n'a probablement pas beaucoup changé au cours des derniers milliards d'années, et ne changera pas beaucoup dans les prochains milliards d'années. De nouvelles galaxies tombent dans IC 1100 et dans d'autres BCG, Brightest Cluster Galaxies. Mais l'infall diminue à mesure que l'expansion éloigne de plus en plus de matière potentielle. L'époque de construction des structures les plus massives de l'univers touche pratiquement à sa fin. Alcyonus pointe vers un autre type de limite. Non pas définie par l'énergie noire, mais par la densité de l'environnement dans lequel la galaxie se trouve. Le fait qu'une galaxie en dessous de la moyenne, avec un trou noir en dessous de la moyenne, ait produit la plus grande structure de lobes radio connue dans l'univers et c'est frappant. Le record d'étendue galactique n'est pas détenu par la galaxie la plus puissante, la plus active ou la plus massive, mais par celle qui se trouvait dans la région la moins peuplée de l'espace intergalactique et a pu émettre ses jets sans résistance significative. Dans ce contexte, l'échelle est déterminée davantage par l'environnement que par la puissance intrinsèque. Le plus grand n'est pas le plus fort, il est le moins entravé. Les extrêmes de matière noire représentés par NGC 1052-DF2 et Dragonfly 44 révèlent une variabilité dans la formation des galaxies que la théorie n'avait pas correctement prise en compte. Les modèles standards de formation des galaxies considèrent le rapport matière noire/matière visible comme variant dans une plage prévisible, plus dans certains environnements, moins dans d'autres, mais jamais aux extrêmes représentés par ces deux galaxies ultra-diffuses. L'existence de galaxies où la matière visible et la matière noire sont effectivement séparées, ou où la matière noire domine à l'échelle observée dans Dragonfly 44, signifie que la relation entre ces deux composants est plus flexible que ce que suppose le modèle standard. Que cette flexibilité ait des implications pour la nature fondamentale de la matière noire. En tant que particule, ses sections efficaces d'interaction, son comportement lors des fusions et de l'érosion par marée, ou qu'elle reflète simplement la diversité des conditions initiales et des histoires environnementales que la formation des galaxies peut produire, reste l'une des questions véritablement ouvertes. NGC 1277 offre quelque chose de complémentaire. Ce n'est pas exactement un défi pour les modèles, mais une validation d'un aspect tout en compliquant un autre. Les modèles standards prédisent que les galaxies compactes, rouges, à arrêt précoce, courantes dans les premiers milliards d'années de l'univers, auraient dû être transformées presque universellement par les fusions et l'accrétion ultérieure, que presque aucune ne devrait survivre intacte jusqu'à aujourd'hui. NGC 1277 est l'exception qui confirme la règle en démontrant les conditions très spécifiques et inhabituelles nécessaires pour être cette exception. Sa survie n'est pas la preuve que les modèles sont erronés, mais qu'ils fonctionnent, et que lorsqu'on trouve une relique, elle se situe presque toujours quelque part avec une histoire très particulière sur la manière dont elle a échappé au sort de ses contemporaines. Les découvertes du JWST ont peut-être les implications les plus fondamentales.
La formation hiérarchique des structures, le principe selon lequel les petites choses se forment en premier, fonctionne sur la majeure partie du temps cosmique, et il n'existe aucune proposition sérieuse pour l'abandonner complètement. Mais dans le premier milliard d'années de l'univers, quelque chose a clairement permis à la matière de s'organiser plus rapidement, plus efficacement et plus complètement que ce que le modèle prévoit. La résolution de ce puzzle nécessitera presque certainement, au minimum, une meilleure compréhension de la conversion du gaz en étoile dans les conditions extrêmes de l'univers primitif, et pourrait nécessiter une révision des hypothèses sur la croissance des halos de matière noire durant cette période. Il pourrait également être nécessaire d'introduire quelque chose de totalement nouveau, un processus physique ou un ingrédient cosmologique que les modèles actuels n'incluent pas du tout. Il convient de noter que ce type de découverte, constater que l'univers primitif est plus développé que prévu, a un précédent. Lorsque Hubble a commencé ses premières observations du champ profond en 1995, en pointant pendant 10 jours consécutifs un secteur apparemment vide du ciel, les astronomes s'attendaient à trouver quelques objets lointains, et principalement de l'espace vide. Au lieu de cela, ils ont trouvé un ciel rempli de galaxies, des milliers, visibles dans toutes les directions, remontant à des temps très anciens. L'univers était plus riche, plus complexe et plus peuplé que les prévisions les plus optimistes avant Hubble. Les découvertes du JWST suivent le même schéma, à des époques encore plus précoces et avec des écarts encore plus grands par rapport aux prévisions. Chaque fois que le champ d'étude s'est étendu dans l'histoire ancienne de l'univers, l'histoire s'est révélée plus active que prévu. Les galaxies aux extrêmes de taille, d'étrangeté et d'âge ne sont pas des curiosités marginales de l'astronomie. Ce sont les endroits où les modèles sont les plus sollicités, où les observations repoussent les limites de ce que la théorie peut expliquer, et où les compréhensions nouvelles et importantes émergeront finalement. Ce sont, au sens le plus vrai, les frontières. Les outils qui ont permis ces découvertes. Aucune de ces galaxies n'a été découverte par hasard. Chaque découverte dépendait d'un instrument spécifique conçu pour étendre la vision humaine dans une direction que les instruments précédents ne pouvaient atteindre. Et chaque instrument a été conçu et construit en réponse à une question que les outils existants ne pouvaient pas résoudre. L'étendue complète de IC 1100, y compris le vaste halo extérieur diffus, n'est devenue mesurable que lorsque de grands télescopes à ouverture combinée avec des détecteurs sensibles ont pu cartographier la lumière stellaire extrêmement faible de ces régions extérieures jusqu'au niveau de quelques photons par pixel. Alcyonews a été découvert dans les données radio de LOFAR, le Low Frequency Array, un réseau d'environ 20 000 antennes individuelles réparties dans plusieurs pays européens, reliées électroniquement pour atteindre la puissance de résolution d'un seul télescope de la taille d'un continent. LOFAR fonctionne à des fréquences que aucune autre radiotélescope n'avait atteintes, avec une sensibilité comparable. Et le traitement des données nécessaires pour assembler des images cohérentes à partir de ces milliers d'éléments individuels représente l'un des programmes scientifiques les plus exigeants en calcul jamais entrepris. Malin 1 a été découvert par un chercheur qui a inventé des techniques d'amplification photographique permettant d'extraire des structures faibles à partir de plaques photographiques restées des années dans des archives. Des techniques qui, à l'époque, représentaient une combinaison unique de chimie, d'optique et de savoir-faire en chambre noire, jamais développée par quiconque. NG, c'est 1052-D. F2 a été découvert par le Dragonfly Telephoto Array, qui utilise des objectifs
d'appareils photo au lieu de miroirs de télescope, car l'optique des objectifs produit beaucoup moins de lumière diffuse interne que les miroirs, permettant de détecter la luminosité extrêmement faible, et diffuse des objets à très faible brillance de surface que les instruments conventionnels noyeraient dans leur propre bruit interne. Les découvertes du JWST ont nécessité un observatoire dont la construction a pris 3 décennies et coûté 10 milliards de dollars. Un miroir plus grand que tout télescope spatial jamais lancé, refroidi à quelques degrés près du zéro absolu, placé à un point d'équilibre gravitationnel à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour rester en permanence dans l'ombre du Soleil. Chacun de ces instruments représente une réponse conceptuelle différente au même défi. L'univers contient des objets présents, mais invisibles à nos outils existants. Le défi consiste à identifier ce qui les rendrait visibles, puis à construire les instruments capables de le faire. Chaque fois que ce défi a été relevé, avec des radiotélescopes révélant des jets et des lobes que les télescopes optiques ne pouvaient ne voir, avec des observatoires infrarouges pénétrant les nuages de poussière opaque à la lumière visible, avec des systèmes optimisés pour les faibles brillances de surface, découvrant des populations entières de galaxies fantomatiques et diffuses. Avec le JWST, revenant jusqu'aux quelques centaines de millions d'années premières de l'histoire de l'univers. L'univers a montré quelque chose d'inattendu de l'autre côté. Ce schéma n'est pas seulement une note historique intéressante. C'est une prédiction active de ce qui reste à découvrir. Il existe des galaxies que les instruments actuels ne peuvent pas détecter, à des longueurs d'onde que nous n'avons pas encore optimisées, à des brillances de surface inférieures à tout seuil atteint jusqu'ici, à des époques que le JWST peut voir mais pas encore caractériser pleinement. L'observatoire Vera Cerro-Rubin, qui commence maintenant ses opérations complètes au Chili, va examiner le ciel visible avec une profondeur et une cadence sans précédent, détectant des millions d'objets faibles et diffus que les catalogues existants ont complètement manqué. Une nouvelle génération de télescopes terrestres extrêmement grands, miroirs de 30 à 40 mètres de diamètre, sera capable de résoudre des étoiles individuelles dans des galaxies situées à des distances actuellement hors de portée. Ces galaxies sont extraordinaires et elles ne représentent que le début de ce que ces instruments révéleront. Chaque réponse qu'ils ont donnée a généré plus de questions. Chaque record battu a montré que ces records n'étaient des records que parce que nous n'avions pas regardé assez loin, assez faiblement ou assez longtemps pour découvrir ce qui suit. L'univers ne livre pas facilement ses extrêmes, mais il les livre finalement à quiconque construit le bon instrument et le pointe dans la bonne direction. Il y a quelque chose de vraiment inhabituel dans ce domaine, comparé à de nombreux autres domaines scientifiques. L'univers ne fait pas d'expérience pour notre bénéfice, et nous ne pouvons pas nous rendre sur les objets que nous voulons étudier. Tout ce que nous savons sur IC 1101, Alcyonus, l'objet de Hoag, NGC 1052-DF2 et toutes les autres galaxies provient de photons, des particules de lumière qui ont quitté ces objets il y a des millions ou des milliards d'années et sont parvenus sur Terre par hasard. Nous n'avons jamais touché aucune de ces galaxies. Nous n'avons jamais prélevé leur gaz. Nous n'avons que la lumière qu'elles nous ont envoyée, interprétée à travers les équations de la physique que nous croyons décrire la réalité, filtrée par des instruments que nous avons nous-mêmes construits. Et pourtant, à partir de cette lumière,
nous avons pu déterminer combien d'étoiles ces galaxies contiennent, quel âge ont ces étoiles, à quelle vitesse elles se déplacent, de quels éléments elles sont composées, si la matière noire est présente et en quelle quantité, quand les étoiles se sont formées, et si les galaxies croissent ou meurent. La physique codée dans la lumière et notre capacité à la lire est l'un des outils les plus puissants de l'histoire de la recherche humaine. Le fait que tant de galaxies décrites ici restent véritablement mystérieuses, après des décennies d'études, avec toutes les techniques disponibles appliquées, n'est pas un échec de cet outil. C'est la preuve de la profondeur de la complexité de l'univers et de la quantité de travail qu'il reste à accomplir. Si ce type d'exploration profonde de l'univers vous attire, vous abonner est le meilleur moyen de vous assurer de voir tout ce que nous couvrirons ensuite. Il n'y a pas de pénurie de cosmos à explorer.